Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais vous parler d'un film de vampire sorti en 1998 intitulé Blade, premier volet d'une trilogie pour un métrage réalisé ici par Stephen Norrington qui commettra quelques années après le très peu réputé La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et dans le rôle titre ici, avec ses lunettes noires vissées sur le nez, sur les yeux comme vous voulez, le fameux Wesley Snipes, bien évidemment. Et pour interpréter l'antagoniste principal, Stephen Dorff, il y a également Chris Christopherson, le mentor du héros, une docteure interprétée par Anne Bushy-Wright, qui va être sauvée par Blade et qui va aider celui-ci par la suite, sans oublier le germanique Udo Kier, qui a souvent interprété des personnages un petit peu mystiques ou méchants, comme il le fera par la suite dans La fin absolue du monde de John Carpenter ou encore La fin des temps. Et il s'agit donc d'une adaptation comics Marvel au cinéma, mais à l'époque c'était rare. Ce n'est que la deuxième officielle, du moins pour en tout cas ces films sortis en salle, quelques années après Howard the Duck, et donc avant la trilogie X-Men ou les Spider-Man de Sam Raimi. Et il s'agit donc clairement d'un brûlot vampirique, mais aussi de super-héros, qui va raconter l'histoire de Blade, c'est son surnom, mi-homme, mi-vampire, puisqu'il n'est pas vraiment humain, mais pas vampire non plus, étant né dans les années 60 d'une femme mordue dans le cou, en train d'agoniser, et hop, quand on sort l'enfant maculé de sang, vous voyez le symbolisme, eh bien, il est déjà pas tout à fait en train de subir une transformation qu'il aurait dû subir totalement, peut-être, dans le ventre de sa génitrice. Tant et si bien qu'il va vivre une existence assez trouble jusqu'à l'adolescence. Alors ça, c'est évoqué, c'est pas montré. Âge durant lequel il sera récupéré par un chasseur de vampires, Abraham Whistler, qui a décidé de se venger de ces créatures après que sa famille ait été trucidée sous ses yeux de façon très sadique. Et donc on retrouve notre héros à l'âge adulte, qui peut vivre de jour, et qui contrôle plus ou moins sa soif de sang grâce à un sérum, et qui a un but évidemment, c'est éliminer tous les vampires de la ville, visiblement qui ont plus ou moins pris le contrôle de celle-ci de façon underground. Souci pour Blade, son sérum commence à être de moins en moins efficace, et parmi les vampires, il y en a un qui a la folie des grandeurs et qui veut tout dominer, renverser l'ordre établi, un certain Deacon Frost, qui veut tout simplement devenir le vampire le plus fort de tous les temps et qui va se donner les moyens pour. Donc l'affrontement s'annonce assez dur. Et c'est un métrage que j'avais découvert à l'adolescence sur Canal+, que j'avais vu 2-3 fois comme ça, que j'ai peut-être revu il y a une quinzaine d'années, pas sûr, mais ça faisait un moment qu'il fallait que je me le refasse et voir s'il avait bien vieilli ou pas. La vérité, c'est que, en effet, à l'âge de 40 ans, avec plus d'expérience cinématographique, on se rend compte de beaucoup de défauts, mais ça reste quand même un petit peu jouissif, je dois le confesser, puisque ça ramène certains souvenirs surtout. C'est très typé années 90, et ça respire la classe de cette époque. Rien que le costume de Blade, évidemment, les lunettes noires à l'époque, on était en mode, on voulait tous essayer, d'autant plus que l'année d'après sortira Matrix, et c'est pas un hasard, parce que vous voyez ce Blade-là. Eh bien, c'est carrément un brouillon de la trilogie des Wachowski. Je pense que c'est plus un hasard, parce que c'était la mode de l'époque, peut-être lancée par The Crow quelques années auparavant, ou Dark City en 98, cette idée de faire respirer un monde urbain un peu sombre, avec des héros un peu stoïques qui respirent tout simplement une forme de classe, voilà, j'ai pas d'autre mot à dire, un charisme particulier. Et c'est vrai que c'est marrant parce que même dans la réalisation, il y a du Matrix. Les scènes un petit peu techno rapides, il y a une boîte de nuit au début, voilà. Et au-delà des costumes et des lunettes, c'est aussi le dodge bullet. À un moment, vous savez, hop, les balles comme ça qu'on évite rapidement. À un moment, l'antagoniste va éviter cela. Et je pense que, alors je sais pas si c'est peut-être la même équipe technique, les effets spéciaux qu'on travaillait là-dessus, mais il y a eu un écho après pour Matrix. Comme quoi, hein, bon. Et en effet, ça respire cette époque-là, aussi sur la musique, évidemment, c'est très urbain.
Il y a une forme de western aussi dans cet affrontement-là, avec des clans. C'est un petit peu, parfois, au-delà des mots, l'action est là. Évidemment, c'est beaucoup moins abouti niveau chorégraphie et action que Matrix, puisque je suis dans cette comparaison pour l'instant. C'est peut-être ce qui m'a le plus embêté avec le recul, là, de ce nouveau visionnage, c'est que les bagarres, parfois ça passe mal, et je pense que c'est dû au découpage, au montage. Le problème, c'est que Stephen Norrington, il venait du clip vidéo. Ça se voit. Alors il se fait super plaisir quand il y a cette scène de bain de sang donc dans le nightclub au départ. C'est très bien. Stylistiquement, c'est ce qu'il fallait pour cela. Notre introduction dans le monde des vampires, nocturne et caché, mais pas si caché que cela. C'est un peu le paradoxe de cet univers. On voit déjà la cruauté et la violence qui va découler plutôt de ce contexte-là. Donc oui, il y a des moments où ça marche très bien, sur d'autres c'est plus compliqué, même si évidemment Wesley Snipes fait le boulot, toujours stoïque, voilà, pas beaucoup d'émotions, mais bah oui, à l'époque tu voulais être Wesley Snipes, comme tu voudras devenir Neo après. C'est un petit peu ça, quand tu grandis et que tu es ado ou jeune adulte dans les années 90-2000, ce sont des films références. Je ne sais pas si un jeune aujourd'hui apprécierait autant. Quant à l'intrigue, elle est assez décousue, mais simple à suivre et assez intense pour ne jamais s'ennuyer. C'est assez facile. Alors, je ne sais pas quels comics ont été adaptés, parce qu'il y en a sûrement eu plusieurs. Là, je laisse les connaisseurs préciser si besoin, sans forcément spoiler non plus Blade 2 et Blade 3, parce que je ne les ai pas vus, les suites. Je les verrai forcément très bientôt. Tout ceci afin d'ailleurs d'être complet avant le reboot, donc ça ne sert à rien, du MCU avec Mahershala Ali, qui est prévu 2023-2024, je ne sais plus. Bref, revenons à ce Blade 1. L'histoire donc du bâtard mi-humain, mi-vampire, qui ne sait pas trouver sa place. C'est très bien géré, avec ce mentor je l'aime beaucoup, Chris Christopherson, dans ce film, rien que sa tête, quoi. Il est tout droit issu d'un Carpenter, de facto, par sa présence. C'est un gars qui ne fait pas l'économie de voilà, prendre ses responsabilités, il faut aller de l'avant. Et il y a aussi ce cynisme, comme quoi, par exemple, la docteure que Blade va sauver est condamnée, il le dit. Hein. Ah, vous êtes condamné, c'est une question de jour, hein. Vous auriez pas dû être sauvé. Mais bon, au final, ils sont bien contents qu'elle soit là, parce que le sérum en question, qui doit continuer à faire que Blade ne devienne pas totalement vampire, et puisse continuer à déambuler de jour, puisque c'est le Daywalker, hein, son surnom, eh bien, elle va essayer de l'améliorer, parce que, voilà, avant que ce soit trop tard, et afin qu'il puisse continuer à affronter les méchants. La relation entre le mentor et notre héros est assez bien maîtrisée, exploitée de façon narrative, on raconte l'histoire. Le personnage de la docteure, par exemple, ici, est très pratique pour le scénario, puisque c'est nous, spectateurs, qui apprenons à travers elle qui est Blade, qui est son mentor, pourquoi il en est là, etc. Hormis la scène flashback en prélude où on voit la naissance de Blade. Donc voilà, et puis après on se concentre ainsi très facilement sur Blade versus Deacon Frost et ses hommes, qui renversent donc le comité des anciens, je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui a pour but de ressusciter un dieu ancestral du sang, le dieu des vampires, la Magra, je crois que c'est ça, hein. J'ai pas le truc sous les yeux, mais bon, c'est un truc du genre. Et alors là, c'est le gars, il a des ambitions absolues, et ça devient un petit peu étrange, mystique, fantastique aussi, ça j'aime bien, avec des effets spéciaux qui quand même ont mal vieilli, oh que oui, hein, le moment où il se transforme, enfin, où il y a du sang qui sort un peu de lui, là, enfin, c'est moche. Même le dodge bullet, j'en parlais tout à l'heure, pas terrible, mais c'est pas grave, allez, on pardonne pour l'époque. Il y a d'autres scènes, au contraire, qui sont assez marquantes, même si un peu cheap, quand un personnage prend feu au soleil, sans en dire plus. Et puis, ouais, belle esthétique du moment. Parce que Stephen Norrington, il a beau sortir du vidéoclip, il a beau, par moments, être un petit peu à la ramasse sur certains points, et bien sur d'autres, il gère et ça fonctionne. En fait, ça dépend des moments. Bref, le film fonctionne toujours aujourd'hui, mais quand même, il a du mal à se poser. C'est un peu le problème que j'ai, c'est paf, paf, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y aurait eu, à mon avis, la nécessité de moments beaucoup plus calmes, notamment sur certaines révélations, ou bref, sur la fin, sur laquelle je ne dirai rien. Affrontement final plutôt passionnant à suivre, avec une résolution intéressante
intelligente, même si... Bon, allez, pourquoi pas. C'est plutôt bien géré, quand même. Et puis, bah, des actrices et des acteurs qui sont bien aussi dans leur rôle, ça fonctionne bien. Voilà, je me répète, c'est vrai. Ah oui. Et je pense que ce film, en fait, il se vit et il se revit, selon si vous l'avez vécu à l'époque, puisqu'il s'évoque. Surtout que je ne suis pas du tout spécialiste des comics, déjà à la base Marvel, mais encore moins de celui-ci. Mais voilà, c'était l'époque des films de vampires aussi, années 90, mais différent. Là, on n'est pas du tout dans la même veine que Dracula de Coppola ou Entretien avec un vampire. C'est beaucoup plus industriel, urbain. Bah oui, c'est ça, hein, comme je le mentionnais tout à l'heure. Équivalence de The Crow et Dark City qui ont donné une autre esthétique de ce film de genre-là. Et bien sûr, après ça, on annoncera d'autres. J'y arrive. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Je verrai bientôt, dans quelques semaines, j'imagine, Blade 2 de Guillermo del Toro, parce que c'est un des manques dans ma filmographie du monsieur. Et Blade Trinity, oui, visiblement, d'après les retours à l'époque, je le subirai plus qu'autre chose. Voilà. Mais c'est à vous maintenant de me dire ce que vous pensez de ce Blade 1, de la trilogie en son ensemble, des comics Blade aussi. Voilà, lâchez-vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!